Et vous écoutez toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste. L'émission Arrêt qui sera consacrée pour l'heure qui suit à Paula Modersohn-Becker. Voilà. Tandis que notre camarade Patrick... Ça s'active dans la régie, ça s'entend pas, mais ça s'active. Non, il a l'air hyper concentré, il est en train de réparer un truc là qui déconne certainement. Hein, voilà, et c'est comme ça qu'il passe ses heures de loisirs, c'est un maniaque, faut le dire. En tout cas, heureusement qu'il est là. Bon. Voilà, alors on a tout dit. Ma camarade Pikiko va s'y coller tout de suite pour vous parler justement de cette camarade. Ah oui, c'est un extrait de Requiem pour une amie de Rilke. Et puis aussi elle vous blablatera aussi sur la biographie de cette chère Paula. Ouais, cette Paula qu'on a découverte au musée d'art moderne de Paris. Là, une très belle expo. On racontera un petit peu toute son œuvre. On parlera un peu de son œuvre tout à l'heure. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que c'est une exposition qui a été faite aussi. Il y a eu Marie Dariussec, qui est une écrivain, qui a fait une biographie de Paula qui s'appelle Être ici est une splendeur. Donc, Marie Dariussec, en fait, elle avait découvert Paula Modersohn-Becker par hasard, quand elle avait vu une reproduction d'une maternité qui illustrait la présentation d'un colloque de psychanalyse. C'était un tableau donc de 1907 et elle était intriguée par ce style pictural. Donc elle a voulu découvrir un peu qui avait fait ce tableau, et c'est là qu'elle a découvert Paula Modersohn, qu'elle en a fait une biographie, qu'elle s'est passionnée pour Paula Modersohn, d'autant plus qu'elle a vu qu'il y avait une amitié très très forte entre Paula Modersohn et Rainer Maria Rilke. Comme elle s'était déjà intéressée à Rilke, ça l'a d'autant plus passionnée, quoi. Oui, Rilke qui était à Paris, qui était un secrétaire de Rodin. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'a connu à Paris. Voilà, donc Marie Dariussec, elle a lu le journal de Paula Modersohn, un journal donc qu'elle n'a pas lu en allemand, qu'elle a lu dans une traduction en anglais, qui n'a pas de version française. Et en fait, c'est des familles qui échangeaient énormément. Il y a une très riche correspondance. C'était une famille nombreuse. Et en fait, il y avait toujours tout le monde s'écrivait. Et elle a écrit très longuement à Rilke. Donc là, moi, j'ai plutôt retenu le Requiem pour une amie écrit par Rilke que prendre un extrait du livre de Marie Dariussec. J'ai hésité entre les deux. Et c'est vrai que Rilke occupe donc une place très très importante dans la vie de Paula. Ils se sont vus de nombreuses fois. Ils s'étaient croisés une première fois en Allemagne en 1900, et après ils se sont retrouvés à Paris. Donc pour flirter. Dis-le. Non, c'est pas vraiment. C'était une amitié complexe en fait. Oui, c'est comme ça qu'on qualifie les choses. C'est très bourgeois. Non, c'est pas très bourgeois. Toi, même quand tu me parlais hier d'un couple, là, je sais plus, tu me disais, apparemment ils sont restés fidèles toute leur vie. Tu peux aussi penser. Non, je répétais comme un perroquet ce que j'avais lu. Donc, en fait, voilà, Rilke a écrit ce requiem, donc ce requiem pour une amie, je crois 1 an après la mort de Paula Modersohn. Alors là, c'est un extrait, je crois que c'est la dernière partie du requiem. Es-tu encore là? Dans quel recoin es-tu? De tout cela, tu as eu une si ample science. Tu as pu accomplir tant de choses en t'éloignant ainsi, ouverte à tout, comme un jour qui commence. Les femmes souffrent. Aimer veut dire être seule. Et les artistes, parfois dans leur travail, pressentent que leur devoir, quand ils aiment, est la métamorphose. Amour, métamorphose, tu entrepris l'un et l'autre. Il y a l'un et l'autre dans cela qu'à présent falsifie une gloire qui te les dérobe. Hélas, toi qui fus loin de toute gloire, toi qui fus de peu d'apparence, qui avais sans bruit replié ta beauté en toi-même, comme on baisse un drapeau au matin gris d'un jour ouvrable, et ne voulais rien d'autre qu'un long travail qui n'est pas accompli, non, hélas, pas accompli. Si tu es encore là, s'il reste encore dans cette obscurité une place à laquelle ton esprit vibre sensiblement, à l'unisson des ondes planes et sonores qu'une voix, solitaire dans la nuit, suscite dans le flux d'une haute chambre, alors écoute-moi, aide-moi, vois, nous allons nous aussi glisser, nous ne savons quand, revenir de notre avancée vers quelque chose que nous n'imaginons pas, où nous nous serons empêtrés comme dans un rêve, et dans quoi nous mourrons sans nous réveiller. Nul n'est plus avancé. À tous ceux qui ont soulevé leur sang pour une œuvre qui s'avère longue, il peut arriver de ne plus le tenir à bout de bras et qu'il retombe, privé de valeur et vaincu par son poids.
car il existe quelque part une antique hostilité entre la vie et le noble travail. Afin que je la discerne et la dise, aide-moi, ne reviens pas, et donc si tu le supportes, sois morte chez les morts ont fort à faire, aide-moi pourtant sans dissiper tes forces, comme m'aide parfois le plus lointain en moi. Voilà, c'est une lettre, c'est un amoureux platonique, comme nous a rappelé Pichegou. Voilà, non, c'est très beau, mais c'est un peu, quand même, c'est à relire, à méditer, parce que complètement. C'est assez complexe. Oui, effectivement, l'extrait, le livre de Marie Dariussec est beaucoup plus accessible. C'est une biographie où elle explique qu'elle s'en est tenue au fait que ces documents, elle, étaient suffisamment riches pour qu'elle n'ait pas à imaginer des transitions, des choses comme ça, quoi. Et que par contre, effectivement, sur toute sa vie, la parisienne que je vais raconter, elle n'a pas voulu fouiller dans quels avaient été ses amants ou pas. Voilà, c'était. Oui, non, mais quand je vous dis que Rilke n'était pas insensible au charme de cette jeune femme, c'est probablement vrai. Ah non, ça c'est complètement vrai. Là, je vais raconter qu'effectivement, quand ils se sont rencontrés en Allemagne, qui vivaient dans cette un peu colonie de peintres, Rilke. Aux mœurs très libres. Voilà, aux mœurs très libres, effectivement. Ils se tous nus. Ils faisaient du naturisme. Et Rilke aurait été tombé amoureux, effectivement, de Paola, qui s'est mariée, elle, avec Otto Modersohn, alors que Rilke a épousé Clara Westhoff, qui est une des amies de la colonie. Enfin voilà, je racontais un petit peu la vie de Paula Modersohn. Alors donc elle naît en 1876 à Dresde. Alors elle vient d'un milieu bourgeois qui est quand même peu argenté. C'est une famille nombreuse qui compte 7 enfants. Et la famille quitte Dresde pour Brême. Et Paula découvre donc les peintres de cette colonie d'artistes de Worpswede lors d'une exposition en 1895. Donc elle suit des cours de peinture d'abord à Berlin, chez une tante, mais elle s'intéresse surtout aux particularités de la physionomie humaine dans ce qu'elle dessine. Donc ensuite, elle va rejoindre cette colonie de Worpswede pour peindre. Et là, elle dessine et elle peint les personnes qu'elle croise. Donc ça peut être les personnes de l'hospice des pauvres, aussi bien ou les femmes ou les enfants qu'elle croise. Et elle va se lier d'amitié donc avec Clara Westhoff, qui elle est sculptrice. Donc Otto Modersohn, c'est le peintre qu'elle épousera, et là-bas aussi. Il y a le poète donc Rainer Maria Rilke qui lui est de passage, et d'autres dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Et là, elle peint aussi donc les paysans voisins qu'elle fréquente dans le village, et les enfants aussi beaucoup. Et à 23 ans, elle expose à Brême. Mais en fait, la critique ne lui fait pas de cadeau du tout, quoi. Et elle s'ennuie rapidement dans cette communauté, donc elle n'a qu'une envie, c'est de partir à Paris. Donc on est en 1900 et voilà, Paula Modersohn découvre Paris, et là elle va pouvoir s'ouvrir à d'autres milieux artistiques. Elle va retrouver à Paris son amie Clara, qui elle est venue pour prendre des cours chez Rodin. Et donc Paula séjourne plusieurs mois dans la capitale et elle se régale donc de l'effervescence de la ville, qui est en pleine exposition universelle. Et elle viendra à Paris à 4 reprises. Et elle alterne avec des séjours donc à Worpswede ou séjourne son mari, quoi. Et Paris va lui permettre de libérer sa peinture. Elle va découvrir Cézanne quand elle va chez Vollard. Cézanne qui sera pour elle une vraie révélation. Elle visite le Louvre. Elle visite aussi le musée des artistes vivants du Luxembourg. Elle aura l'occasion de rencontrer donc Rodin, de découvrir Gauguin. Et elle habitera à chaque fois dans différents quartiers de la capitale, comme la rue Madame ou le quartier de Montparnasse. Vous remarquez avec Pichegou qu'à cette époque-là, les artistes se baladaient, mais d'une manière invraisemblable. Aujourd'hui, vous avez un atelier, vous vous y cramponnez jusqu'à votre mort, mais alors là, ils changeaient d'appart, d'atelier, ça se baladait, quoi. Voilà, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des docs, ils sont complètement ils déambulent tout le temps, quoi. Oui, mais je rappellerai quand même pour mémoire qu'il y avait à cette époque-là 20 000 ateliers à Paris. Il n'y en a plus que 2000 aujourd'hui. Oui, puis effectivement, on ne devait pas demander 3 tonnes de papier pour pouvoir louer un local. Enfin. Et puis on pouvait se sauver comme on voulait sans payer son loyer. Alors voilà, en fait, Paula Modersohn est une acharnée de travail. Et au cours de son 3e séjour à Paris, donc elle s'inscrit à l'Académie Julian, et là elle découvre Seurat, Van Gogh, Lénabis et Gauguin. Et en 1906, c'est son dernier voyage. C'est son mari qu'elle pensait avoir quitté définitivement parce qu'elle étouffait un peu au sein de sa vie de couple. En fait, la rejoint quand même, et elle est enceinte en 1907
et elle va retourner donc mettre une petite fille au monde en Allemagne, et elle va mourir des suites de son accouchement. Elle meurt d'une embolie, donc quand sa petite fille a 3 semaines, quoi. Et elle est encore toute jeune, elle a 31 ans. Voilà, c'est ça. Elle aura eu 10 ans de vie artistique. Voilà, c'est tout pour. Et je vous assure que c'est dans ce musée d'art moderne qui lui consacre une expo, on est toujours étonné de l'actualité de sa peinture, quoi. C'est vraiment une peinture pas du tout datée. Voilà. Et on peut comprendre aussi que la critique, à l'époque, n'arrivait pas à comprendre tout à fait ce qui se passait, quoi. Voilà, comme la critique d'une manière un peu plus générale. Oui. Ça n'a pas changé, ça. Bon. Ouais. Et alors par exemple, c'est vrai que son mari, elle était dépendante de son mari financièrement, parce qu'elle a vendu, je crois, de son vivant seulement deux ou trois tableaux. Et par contre, lui, la soutenait pas du tout au niveau pictural. Et même Rilke, qui finalement l'aimait beaucoup, lui a acheté un tableau, un enfant, mais n'a pas plus que ça mentionné son travail publiquement, quoi. Oui, d'ailleurs, elle cumulait, si on peut dire, les handicaps comme toutes les femmes. À l'orée du XXe siècle, vous avez vu comment c'est exprimé ça. Bon, qui n'étaient pas franchement les bienvenus dans ce milieu assez machiste, quoi. Voilà. Je voudrais dire aussi quand même, pour expliquer qu'elle soit pas, en fin de compte, soit pas maquée avec Rilke, c'est qu'elle, si vous voulez, son mari, c'était la sécurité, quoi, parce que c'était un mec installé, etc., un espèce de gros machin là, qui gagnait bien sa vie, et donc c'était la sécurité. Je pense que ça a joué aussi peut-être dans le choix de ce compagnon de vie, parce que quand même Rilke c'était un peu plus quand même. Voilà. En fait, avec Rilke, je pense qu'ils avaient un échange qui était beaucoup plus, elle était beaucoup plus proche au niveau des idées et du ressenti de sa vie, quoi. Marie Darrieussecq, elle raconte que c'est la rencontre d'un homme qui a pas voulu être gouverneur, d'être militaire, je crois, et d'une femme qui n'a pas voulu être gouvernante, et qui pouvaient donc s'entendre sur leur choix de vie respectifs. Oui, c'était des gens qui étaient des rebelles, qui étaient rebelles aux institutions de l'époque, qui étaient rebelles aux façons de vivre que cette époque voulait imposer, si vous voulez, surtout dans les classes plus ou moins favorisées, quoi. Pour les classes pauvres, c'était toute une autre musique, hein. Mais là, voilà, il y avait des conventions, il y avait tout un tas de contraintes dont les jeunes gens en général, ceux qui avaient le caractère, en tout cas le mieux ou le plus fort, s'échappaient par tous les moyens, quoi. Voilà, et ces deux jeunes gens aussi se sont positionnés en rébellion face à cette éducation qu'on voulait leur imposer, quoi. Enfin, pas de l'éducation, les conséquences de l'éducation, en tout cas. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, où ça parle ce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes, avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin. Au café, il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu de trop et qui veulent oublier
alors riche est à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle. Sur la Seine, les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Voilà, Francis Lemarque à Paris. Oui, pour appuyer, si vous voulez, cette impression de légèreté que pouvait avoir Paris pour ces artistes venus de l'Est. Ils étaient nombreux, mais venus d'un peu partout, parce qu'il y avait, à cette époque-là, à Paris, contrairement à aujourd'hui, il y avait cette espèce d'esprit de fête, de liberté, de, comment dirais-je, d'émancipation, des femmes, des hommes, etc., etc. C'est ce qui peut-être a permis aussi que Paris soit, pour un moment en tout cas, la capitale mondiale de l'art, enfin, ou des arts, parce qu'il n'y avait pas que la peinture, la sculpture, il y avait la poésie, il y avait la musique, il y avait la littérature, voilà. Évidemment, une chanson comme ça, gay, voilà, etc., etc., c'était pas probablement le cas de l'Allemagne, de Bismarck, voyez-vous. Bon, alors, eh bien, oui, à Lapin, moi, ce que je suis absolument, enfin, en tout cas, très sensible à ces peintures d'enfants, parce que pour le reste, je suis moins convaincu. Quelques paysages aussi qui sont pas mal, des peintures d'enfants, d'où émane une tristesse, mais quelque chose de colossal, si on peut dire. Alors, est-ce que ce sont les enfants germains qui sont aussi tristes quand enfants? Enfin, elle a des yeux, les yeux sont des taches sombres, voilà. Ils sont toujours un petit peu coincés dans leur pose, en tout cas. Peut-être la moins coincée, c'est celle qui sera à l'affiche de cette exposition. Une jeune fille aux doigts écartés, on appelle ça, elle est appelée comme ça en tout cas. Voilà, qui a des yeux qui brillent un peu, qui n'a pas l'air, comment dirais-je, contrainte, enfin qui simplement avec la position de ses doigts quand même de sa main, on participe probablement de cette espèce de liberté qui semble émaner d'elle. Enfin bon, c'est à peu près la seule exception de ces portraits d'enfants qu'on a vus en pied ou en tête ou en buste, enfin peu importe, dans toutes les manières, dans la nature, dans des habitations, des pièces, etc. Voilà. Il y a aussi une petite fille nue, jambes assises, repliées, et celle-là pour moi c'est vraiment la plus belle, la plus poignante, qui vraiment, il émane de cette peinture, de ce portrait, justement une mélancolie, quelque chose d'ineffable, qui nous ramène peut-être aussi à l'enfance, parce que oui, c'est vrai que les enfants, en fin de compte, sont pas si rigolos que ça. C'est même des chiasses pour la plupart du temps, voilà. Donc, et là, c'est bien exprimé. En tout cas, il y a aussi un couple d'enfants, une fille, deux petites filles, une en bleu, une en blanc. Et là aussi, c'est vraiment, c'est tendre, mais en même temps aussi, il émane encore une fois de cette peinture. Je veux pas dire de la dureté, mais quelque chose, une espèce d'éloignement, voilà. Et alors, il y a aussi cette jeune fille qui joue de la flûte, enfin une espèce de flûte. J'ai jamais vu un engin pareil. Enfin bon, c'est une flûte allemande en même temps, hein, qui est dans un bois. Alors, Piquet-Coux a complètement craqué pour cette peinture. Je peux comprendre pourquoi. Elle est vraiment étonnante. Elle est très à part dans la production de cet artiste d'ailleurs, dans une forêt, enfin un sous-bois en tout cas, avec plein de petits personnages dispersés dans le format, voilà. C'est une petite fille de profil
Elle a peint aussi des natures mortes à la façon justement de notre camarade, comment dirais-je, Cézanne, voilà, dont elle a été quand même très influencée par lui. Et puis vers la fin de sa vie, elle a rencontré, si vous voulez, les nabis, en particulier Gauguin, enfin son œuvre en tout cas, et ça l'a fortement influencé, et c'est une période que j'aime un peu moins parce que sa peinture devient plus brutale, il y a des contrastes, il y a des simplifications, une idéalisation des portraits, etc., une brutalité aussi quand même en quelque sorte, parce que je vois cette Italienne nue en buste tenant une assiette dans la main levée. Eh bien, je dois dire que bon, je suis pas franchement convaincu par la chose. Voilà, il manque, si vous voulez, elle a perdu en cours de route, on dirait, cette espèce de sensibilité, de fragilité qu'il y avait dans les œuvres précédentes. Là, c'est vraiment la grosse bouse là qui tient au mur, hein, je dois dire. Bon, voilà. Je pense pas que ma camarade soit tout à fait d'accord avec mes considérations, mais bon, c'est normal. En même temps, deux personnalités différentes. Là, il y a aussi une maternité, femme nue assise sur le sol avec un enfant sur les genoux. Alors, c'est un dessin, mais à côté, il y a une nana, un buste là, en 3/4 en tout cas, avec un enfant qui est laid comme tout. La maman est pas beaucoup mieux. Je dois dire que ça me convainc pas du tout du talent de cette jeune artiste. Par contre, il y a une autre avec mère assise avec un enfant sur les genoux, là qui est un peu plus. Alors elle peint avec une technique peu employée en fait par les barbouilleurs, qui est la détrempe. C'est une peinture avec une émulsion d'huile et d'eau. Et je dois avouer que, en tout cas dans ses premières peintures, j'ai beaucoup aimé la subtilité, si vous voulez, des touches, etc. C'est très doux, c'est très, c'est dans les demi-tons, etc., etc. C'est assez. Oh, il y a un portrait de Rilke. Alors là, par contre, c'est peut-être lui qui a pas voulu se mettre avec elle quand il a vu son portrait. C'est vraiment, de mon point de vue, on dirait un vampire. Vous voyez, il a les yeux. Il y a rien dans les yeux, quoi. C'est des yeux morts. Il a une espèce de barbichette là horrible. Enfin, vraiment, c'est assez. Alors qu'on a une photo à côté c'était vraiment un beau mec en plus. Elle n'a pas aidé le pauvre type. Enfin bon, ça peut arriver aussi, hein, où elle avait des comptes à régler avec lui parce que peut-être qu'il n'avait pas été avec elle exactement ce qu'elle aurait espéré. Non, je déconne un peu, mais quand même. Il y a si vous voulez, il y a des écarts, mais ça c'est le fait je pense de sa jeunesse artistique. Parce qu'il y a des écarts, des grands écarts même dans les différentes œuvres qu'on a vues, à part les enfants où il y a une certaine unité de technique, enfin, etc., etc. On sent une unité, mais quand elle s'échappe de ça, par exemple avec le portrait de Rilke, et puis ces mères ou ces nus à la fin de l'expo, quoi. Je veux dire, je suis un petit peu moins certain de son talent, vous voyez. Mais bon, elle a eu une période talentueuse, de mon point de vue, en tout cas, quand elle était à ses débuts. Il y a un paysage aussi que Piqueco a remarqué qui est assez magnifique, très sobre, ce sont des bouleaux, quelques bouleaux qui sont comme ça seuls dans un paysage qui sont enlevés, mais très enlevés picturalement, et de la matière, on sent les touches, etc., qui est vraiment un beau morceau, on peut dire. Bon, je préférais au langage des critiques de peinture, vous voyez. Voilà, elle a posé nue pour des photographies dont elle devait probablement se servir après pour peindre, je suppose. Ouais, elle se peignait justement. Ouais. C'est une des premières femmes qui s'est peint nue. À chaque fois, elle se regardait dans un miroir. Elle a 2-3 portraits, parce qu'il y a toute une série d'autoportraits. Ouais. Donc il y a quelques autoportraits nus. Il y en a même un où elle simule la grossesse, quoi. Elle met son ventre en avant et elle se tient un peu comme font les femmes enceintes, alors qu'elle n'est pas encore enceinte à cette époque-là. En fait, c'est vrai que la maternité l'a toujours travaillée. Et après, bon, je pense qu'elle n'était pas prête à faire un enfant tout de suite. Son mari avait envie. Et malheureusement, effectivement, elle fait un premier enfant et elle décède peu de temps après, quoi. Ouais. Et je dois dire que Rilke n'est pas le seul à être passé à la moulinette du portrait, parce qu'il y a son époux aussi. Et je dois dire aussi que là, elle n'a pas aidé son époux. Hein. Bon, enfin. À part, là, il y a un portrait, attends.
Henri Vaugeler. Ouais. Et là, par contre, elle l'a... alors, qui c'était ce Henri Vaugeler par rapport à elle? Henri Vaugeler, je vais en parler tout à l'heure, c'était un des peintres de la communauté qui était un peu à l'origine de la colonie. Et par rapport à elle, c'est quelqu'un qui a soutenu son travail, qui est à l'origine même de la fondation... de la fondation Modersohn-Becker. Et là, elle l'a pas caricaturé, hein. Il est vraiment un beau mec, quoi, voilà. Tandis que son mari, pareil, il a un gros tarin, il est épouvantable. Il est mieux en photo qu'en peinture, je veux dire. Et je pense qu'elle pouvait pas trahir, si tu veux, ses sentiments profonds, apparemment, hein. Parce que non, mais alors le pire, hein, c'est franchement, c'est Rilke, hein, non? Ouais, enfin je sais pas, moi je suis pas plus choquée que ça par les portraits qu'elle fait, parce que je trouve que c'est dans c'est un peu son style pictural, quoi. Donc ça me choque pas plus que ça. C'est vrai que je préfère ses enfants. Je trouve que l'entrée dans l'expo est très forte. Dès qu'on arrive là dans la première salle, on a deux portraits de petites filles de profil et une vieille femme. Je crois c'est au fusain ou c'est un dessin de vieille femme. Très beau travail. Donc cette première salle d'emblée, on se dit waouh, c'est super, c'est vraiment très très beau. Après, il y a tous ces portraits d'enfants qu'elle a peints donc quand elle était à la campagne, là dans le nord de l'Allemagne. Et après, oui, on passe aux salles où il y a ces autoportraits, il y a ces paysages aussi, donc comme tu dis, là celui qui est très joli avec les bouleaux. Oui, mais sauf vers la fin de l'exposition, ça se dégrade, de mon point de vue. Toi, alors que toi, les critiques vont plutôt dire qu'elle est en pleine maturité artistique et qu'elle a été arrêtée alors qu'elle allait se révéler encore plus. Donc, effectivement, après, c'est des points de vue un peu différents. Moi, j'aime beaucoup la nature morte, là, on sent qu'il y a l'influence de Cézanne, là, un bocal avec des poissons rouges. Je trouve qu'il y a des couleurs, là, qui sont, ça saute au nez, là, ça fait du bien, enfin, ça saute aux yeux, c'est vraiment, Mais je pense qu'elle était plus elle-même, mais dans ses débuts avec ses portraits d'enfants, etc., avec cette détrempe. Elle a peint pratiquement pas de peinture sur toile, c'était toujours sur carton, sur papier. Alors tu peux préciser ce que c'est que la détrempe c'est une émulsion huile-eau avec des pigments, voilà, c'est tout simplement, c'est une espèce c'est un compromis entre la gouache et la peinture à l'huile, quoi, voilà, et ça donne, si vous voulez, un rendu plastique qui est vraiment intéressant, parce que c'est pas des choses que vous pouvez pas avoir un rendu comme ça avec de la gouache pure ou avec de l'huile pure. Vous pourriez peut-être avoir un rendu comme ça aujourd'hui avec de l'acrylique, peut-être, je sais pas, enfin mais c'est toujours d'actualité, hein, la détrempe. D'ailleurs, il y a des peintures qui sont des peintures pour enfants qui prennent le nom de détrempe, c'est pas du tout ça, hein. Je veux dire, la détrempe pour enfants, c'est plus de la gouache qu'autre chose, hein. Mais là, c'est vraiment si vous voulez, un médium qui était utilisé autrefois assez couramment et qui a perdu un petit peu de sa popularité aujourd'hui. Il faut dire que les artistes aujourd'hui, ils sont surtout intéressés à faire les choses vite, avec des couleurs toutes faites, et puis voilà. Non, c'est pas une critique, on peut faire des très belles choses. On a vu Timothy Archer, il peignait lui avec de l'huile. Voilà, c'est étonnant pour un jeune artiste d'ailleurs, parce que les jeunes artistes en général, ils se cassent pas la tête, ils peignent à l'acrylique, hein. Et je veux dire que j'y suis mis très tard à l'acrylique pour des raisons de paresse, parce qu'évidemment ça sèche vite, on n'en met pas partout, on se salit pas trop et ça pue pas. Voilà, c'est un des avantages aussi de l'acrylique. Mais à l'époque de Paula Modersohn-Becker, si vous voulez, l'acrylique n'existait pas, et je pense que c'était comment dirais-je, la détrempe qui était plutôt, parce que c'est quelque chose qui coûtait pas cher, aussi moins cher que la peinture à l'huile, et puis on pouvait peindre vraiment sur des supports pauvres, quoi. C'est quand apparemment elle avait pas trop de sous, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a privilégié aussi le carton, le papier plutôt que la toile et les châssis qui coûtaient quand même plus cher, voilà. Ah ouais. Alors on peut dire, je sais pas si on l'a précisé, qu'on a retrouvé pratiquement 1000 peintures quand même en 10 ans, quoi. Puis elle a fait beaucoup de dessins aussi à l'expo. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques vitrines avec des dessins et des photos, en fait. Oui, 10 ans. Alors, c'est ça la question qu'on peut se poser. C'est une question stupide, hein. Je prends des précautions. Que les artistes qui sont morts très jeunes et qui ont tout donné pendant cette
peu de temps. On peut comparer, par exemple, à Rimbaud, des gens comme ça. C'est peut-être pas la meilleure comparaison, mais si vous voulez, la jeunesse, des fois, il y a des jeunesses qui brûlent comme ça très vite. Et on peut se poser la question de la suite, si les gens, c'est une question con, parce que bon, dans le travail d'un artiste, ça peut partir un peu dans tous les sens, quoi. Mais bon, quand même, là, 1000 œuvres en 10 ans de travail, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Voilà, ce qu'on peut dire. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Paula Modersohn-Becker donc était complètement inconnue en France, et que par contre en Allemagne, il y a des cartes postales. Enfin, c'est vraiment une artiste reconnue, quoi. Ouais, mais il y a beaucoup d'artistes allemands. En France, on les ignore complètement. Depuis le temps qu'on parle de ces choses-là, on a remarqué que quand même, il y avait beaucoup de célébrités allemandes qui passaient par la frontière. That is a question. Ouais, en tout cas, moi, je trouve que c'était une belle découverte. En plus, on peut préciser que dans ce musée, on est quand même très tranquille. Nous, on était à l'ouverture à 10h, mais on avait quand même les salles sont spacieuses et on n'est pas à touche-touche devant les tableaux, donc c'est agréable. Ça c'est bien. On n'est pas là pour les arpions écrasés par des mémés et des mômes. Voilà, c'est parce que des fois, dans les grands musées comme le Louvre, comme Orsay, etc., c'est infernal. Moi, je vous les déconseille complètement, parce que bon, il y a des grands chefs-d'œuvre du Louvre ou d'Orsay qui voyagent, essayer de les suivre, et puis d'aller dans un petit musée de province, peinard, pour les regarder. Les enfants sont comme les vôtres, fils de César, fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien, le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs, fils de César, fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après, fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire sous voûte d'or, sous toit de chaume. Tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, les fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour ou fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ils sont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après. Mais fils de bourgeois ou fils d'apôtres, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Voilà, c'était Jacques Brel, tous les enfants. Bon, je suis désolée, c'est un enregistrement qui est pas parfait, parce qu'en fait, il y avait que sur YouTube qu'il était disponible. Et Patrick déteste cette chanson.
Ah bah bravo. Alors il y avait une autre chanson, c'était Un enfant par Jacques Brel. On a hésité entre les deux. Il aurait détesté encore plus. À mon avis, il aime pas Jacques Brel. Ah bon, c'est son droit en même temps. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité. À Racaille, pour une émission consacrée à une jeune artiste allemande décédée trop tôt, à l'âge de 31 ans, Paula Modersohn Becker. Voilà. Alors, Piquet-Cou va vous causer tout de suite, si vous voulez, de la colonie Waspede. Moi, je suis très nul en allemand. Et de ses amis proches, de sa famille proche, des gens proches de Paula. Voilà. Voilà, histoire qu'on termine, qu'on la cerne complètement. On peut expliquer ce qu'était un petit peu cette colonie de Worpswede. Donc, c'est un village qu'on surnommait le Barbizon allemand. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu facile. Et il est situé non loin de Brême. Alors, même si, par rapport au village de Barbizon, il y a quand même quelques 50 années de décalage. Oui, et puis c'est Barbizon, devait être plus charmant que Waspede. Voilà, donc en fait, c'est quand même cette même envie de liberté, de travailler sur le motif et de fuir les villes qu'a réuni tous ces peintres. Alors, les paysages de Worpswede sont majoritairement des canaux, des forêts de bouleaux ou des forêts de frênes, de pins. Des terres qui sont verdoyantes l'été, mais un paysage qui est quand même plutôt austère en hiver. Et à l'origine de cette colonie, c'est quelques artistes de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Donc il y avait Otto Modersohn, il y avait Fritz Mackensen, Hans am Ende, qui ont été rejoints par le peintre Heinrich Vogeler, qui lui va acheter une grande ferme. Elle sera redécorée en style Art Nouveau allemand. Et cette ferme aujourd'hui d'ailleurs est un musée. Ensuite, il y a d'autres artistes qui arrivent. Et donc justement Clara Westhoff qui va devenir une amie de Paula qui arrive aussi, et Marie Bock et un couple de peintres. Il y a de nombreux artistes qui passeront régulièrement, dont Rilke justement ou Thomas Mann. Et Vogeler, lui, va dessiner aussi les plans de la ville de Worpswede en 1910, et il ouvre une communauté socialiste utopiste dans les années 1910, et cette communauté restera active jusqu'en 1932, et aujourd'hui encore, plus de 130 artistes y vivent de manière permanente. Alors, autour de Paula Modersohn, donc on peut retrouver donc son amie Clara qui a épousé donc Rilke. Donc c'est Clara Rilke Westhoff qu'on appelle, c'est son amie fidèle. Donc elle est sculptrice, donc elle ira travailler chez Rodin à Paris, et ensemble elles sortiront dans Paris, elles feront les musées, les expositions, et voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire sur Clara Westhoff. Il y a Heinrich Vogeler, qu'on peut appeler lui l'agitateur d'idées. C'est une personnalité qui est plutôt atypique. Donc c'est dans sa ferme que ces artistes et les intellectuels viendront débattre et s'encanailler. Et lui, c'est un peintre plutôt plus classique, dans une veine un peu près à raphaélite, puis après Art Nouveau. Mais c'est un peintre à succès. C'est ce qui explique peut-être qu'il a pu financer toute cette communauté. Alors son destin est quand même singulier. C'est un communiste convaincu qui émigrera en 1931 en URSS, où il mourra dans un camp de travail. Ah d'accord, voilà. Oui, s'il n'y avait pas Bono avec Staline aux commandes, je veux dire, voilà. Alors donc dans cette communauté, il y a Otto Modersohn qui est l'époux de Paula. Donc quand ils se rencontrent, lui était déjà marié, son épouse décède de tuberculose. Donc après il se marie avec Paula Modersohn. Et ils ont des relations effectivement qui sont quand même distantes, parce qu'elle est quand même souvent partie sur Paris. Elle, en fait, il y a que sa peinture, c'est vraiment une acharnée de travail et de peinture. Et lui, je crois qu'il vend quand même, il vend des toiles. C'est un peintre à succès, mais qui reste complètement en marge de la modernité. Et donc on trouve aussi dans cette communauté Bernard Oetger. Alors lui, il est surnommé le fidèle soutien, parce que c'est un sculpteur qui est très influencé par Rodin, et lui va œuvrer activement à la reconnaissance du travail de Paula Modersohn Becker. Il la fera connaître donc à Ludwig Roselius. Et ce Ludwig Roselius, c'est un importateur de café, c'est un mécène, et c'est lui qui achète donc plusieurs œuvres à Paula et qui va s'occuper de la construction de son musée à Brême. Et Oetger lui-même, qui est un architecte autodidacte. Donc voilà.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça on l'a pas précisé, c'est que les œuvres de Paula Modersohn ont été présentées dans l'exposition d'art dégénéré qui avait été organisée donc par les nazis à Munich en 1937. Et que de son vivant, Paula Modersohn n'a été exposée que 2 fois. Voilà. Oui, mais Paula Modersohn n'a pas été inquiétée par... Ah bah non, elle était pas vivante. Non, parce qu'elle est décédée en 1907. Oui, les nazis, oui, ont fait... Mais c'est curieux qu'il y ait beaucoup d'artistes, il semblerait, en tout cas pas mal d'artistes, aient adhéré au Parti national-socialiste et qu'après, ils étaient obligés de le quitter parce qu'ils étaient considérés comme des artistes dégénérés. C'était le cas de Nold aussi. Bernard Röttger, apparemment, c'est pareil, a adhéré un moment au parti nazi, puis on a été expulsé après. Bon, écoutez, merci le parti nazi de les avoir expulsés, parce que comme ça on peut en parler sans honte, voyez-vous. Exactement. Hein. Voilà, bon. Autrement, on pourrait pas parler grand chose. Ouais, alors le musée, bon, évidemment, ce musée, comme vous l'a suggéré, enfin, dit Dominique Piquet-Cou, Esther, c'est, je crois, dans les grands musées nationaux, le seul qui soit fréquentable, parce que il y a jamais trop de monde. C'est tranquille, les gardiens sont vraiment sympas, même la dame au vestiaire est très drôle. Voilà. Non, sérieux, c'est quand même important parce qu'on a été voir quelques expos là et on a toujours fait ça peinard. Pourtant des gens assez connus, assez célèbres. Voilà, beaucoup d'Allemands quand même au musée d'art moderne. Je trouve, non? Voilà, et voilà, si vous allez au Grand Palais, c'est la Foire Idon. Si vous allez au Louvre, c'est l'aéroport de Roissy. Si vous allez à Orsay, c'est les colonies de touristes qui se pointent. Qu'est-ce qu'il y a encore comme grand musée? Ah bah le centre Pompidou, alors n'en parlons même pas, parce que là c'est pour rentrer, c'est toujours une galère invraisemblable, c'est des queues monstrueuses. Même si vous voulez seulement aller à la librairie, vous devez faire la queue avec les gens qui vont visiter l'expo permanente ou le fond ou les expos temporaires. Enfin bon, c'est insupportable. C'est pour ça que nous on préfère les petits musées, quoi, comme le musée comment dirais-je de Montmartre, Gustave Moreau, par hasard, ou à tout hasard. À tout hasard. Enfin, c'est un peu spécialisé là. Bon, c'est toujours Gustave Moreau, quoi. Voilà. On a bien essayé le musée Jacques Marandré, mais alors c'est une escroquerie. C'est Jacques Marandré, une escroquerie formidable. On y était allé pour voir des trucs des peintures il y avait de l'époque du Caravaggio. Caravaggio, il n'y avait pas un Caravage, et oui, voilà. Nous, on était allé un Caravage. Non, mais franchement, un foutage de gueule, puis alors un prix invraisemblable. Nous, on a pu à peine rentrer avec nos cartes de presse. Elle voulait nous faire payer, la meuf. Voilà. Alors que les musées de province, même les grands musées de province, mais c'est peinard. Mais alors, peinard. Ici, non. Je voyais vraiment le Petit Palais, peut-être éventuellement, oui, peut-être le Petit Palais. Voilà, il y a une cafette qui est sympa, avec devant un petit jardin et tout ça, avec des tasses de café en verre super, qu'on peut chourer facilement. Non, je déconne. Voilà, mais alors les grands musées, non. Alors, refusez d'y aller, surtout n'y allez pas, parce que d'abord c'est cher. Là, même au musée d'art moderne, c'était 13 € l'entrée. Ouais, je crois que 10 € en fait, j'ai vérifié 10 € l'entrée. Ouais. Enfin bon, c'est quand même assez cher. Quand même assez cher. Et par contre, il y a des collections permanentes qui sont gratuites. Là, on n'est pas allé les voir, mais c'est quand même une belle collection. C'est là qu'on avait vu du Soutine, du Modigliani, de Henri Martin. On avait vu pas mal de choses. Oui, et puis d'autres plus pointus. Hein. Oui, non, on avait vu des roues. Il y avait toute une salle avec des roues aussi. Ouais. Et là, pareil, ils sont vraiment, comment dirais-je, les gardiens, tout ça, on peut papoter avec eux et tout. Hein. Ça vous dirait, on va pas dans un musée pour papoter avec les gardiens. Hein. On va dans un musée pour voir des œuvres. Mais je crois que s'il y a un environnement humain comme ça, c'est quand même sympa. Parce que si vous demandez votre chemin, par exemple, ça peut arriver. Hein. Oui, la salle Béchet. Et puis que le mec il vous envoie sur les roses, c'est pas très stimulant, quoi, c'est pas très enthousiasmant, ça met une petite tache sur la visite, voilà. Et puis je répète encore, s'il y a des colonies de retraités et des scolaires en embuscade, alors là je vous dis c'est vraiment c'était quoi la dernière musée où il y avait des scolaires qui avaient encore foutu un truc en l'air là?
Ah non, oui, c'était à la Biennale de sculpture qu'il y a une œuvre du sculpteur qui imite Brancusi qui avait été c'était à hier, où il y avait un gamin qui avait foutu en l'air une sculpture en béton cellulaire. Alors la sculpture plouf, plus rien. Bon, comme on avait été au musée de la Poste, et c'était un chez Sac, il dit gamin, il avait pas fait exprès le petit haut, mais bon, il avait foutu en l'air un totem, il y a un morceau qui a éclaté. Voilà. Alors fallait voir la tronche. C'était l'affolement, on serait cru. On s'attendait à voir le SAMU arriver et tout ça, tellement c'était la panique là, des conservateurs, des enseignantes et tout, tu vois. Alors que le gamin, c'était pas un vandale. Mais c'est vrai que des petits, vous pouvez pas leur... Nous-mêmes qui sommes grands, Pidjikou et moi-même, je veux dire, les dégâts qu'on peut faire l'un et l'autre par notre maladresse, alors bon, les petits, on va pas leur jeter la pierre. Ouais. Hein? Ouais, tout à fait. Le gars était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille celle du patron, un gros fermier de la commune. Il s'aimait tout de temps et plus, il s'aimait tout de temps et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent. Écoutez ça, il s'aimait tant et plus, l'amour ça se fout des écus. Lorsqu'ils s'en revenaient du bal, par les minuits clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, ils faisaient de larges roulées. Au plein des blés profonds et droits, au plein des blés profonds et droits. Écoutez ça, les bonnes gens, qu'un bicorne remplotant. Écoutez ça, les blés profonds et droits, l'amour ça se fout de la loi. Un jour s'en furent tous deux priés, elle son père et lui son maître, de les laisser se marier, mais le vieux les envoya paître. Alors ils prirent la clé des champs, alors ils prirent la clé des champs. Écoutez ça, les bonnes gens qui respectaient les cheveux blancs. Écoutez ça, ils prirent la clé des champs, l'amour ça se fout des parents. S'enfurent donc quelques cités, loin des labours et des jachères. Passèrent ensemble un été, puis tout à coup ils se fâchèrent. Et se quittèrent bêtement, et se quittèrent bêtement. Écoutez ça, les bonnes gens, mariés, cocus et puis contents. Écoutez ça, ils se quittèrent bêtement, l'amour ça se fout des amants. C'était L'amour anarchiste, un texte de Gaston Coutet, interprété par Marc Robin. Et vous écoutez, bien entendu, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Quelle voix! Sans Dieu, sans maître et sans pub. On en a terminé provisoirement avec Paula Modersohn-Becker. On a dû oublier plein de choses. On a dû dire plein de bêtises. Mais, en fin de compte, on est fiers de nous. Non. Je dis des bêtises comme d'habitude. Vous avez bien, j'ai dit la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la voix d'un... Non, je l'ai pas dit. Eh ben, je le dis. Voilà. On va tranquillement continuer avec les expos en cours que vous devez évidemment... Enfin, que vous devez, non, vous devez rien du tout. Mais bon, en tout cas, qu'on a relevé. Des pistes, quoi. Des pistes, voilà. Ah bah, oh, voilà. Franchement, le salut vient d'où, encore une fois? De la femme.
Oui, voilà, les expos qui, en ce moment, on vous en donne un certain nombre, on vous en dit qu'un certain nombre, et vous choisissez dedans. Voilà. Alors déjà donc cette exposition Paula Modersohn, on peut préciser qu'elle dure jusqu'au 21 août. Ça laisse encore un petit peu de temps pour y aller. Tranquille. Voilà, il y a au même endroit au musée d'art moderne, il y a toujours l'exposition Albert Marquet que je garde dans un coin de ma tête. Donc non, parce qu'elle voulait me traîner à Albert Marquet. Ah non. Je répète, pendant que Piguet-Court regarde une peinture, moi j'avais fait 3 salles, vous voyez. Alors bon, non, je tenais pas à sortir à 6h du soir du musée d'art moderne. Ouais, par contre, après, pour aller chez Sennelier, d'un coup, il avait retrouvé ses jambes et son courage. On s'est payé le musée d'art moderne Sennelier à pied, qu'est Voltaire à Paris, là. Je l'assure. Ah là, c'est un jeune homme d'un coup. Et après, quai Voltaire, pof, le métro Châtelet, bon voilà. Voilà, donc Paula Modersohn, l'exposition s'appelle L'intensité d'un regard et Albert Marquet, c'est le peintre du temps suspendu. Alors une exposition, on n'est pas encore allé, on ira peut-être, je sais pas, c'est le charme et les secrets des ateliers d'artistes, donc c'est au Petit Palais justement, et c'est une exposition qui dure jusqu'au 17 juillet. Il y a 431 photos qui nous permettent de visiter un tas d'ateliers d'artistes. Alors ça part, ils disent d'Ingres à Jeff Koons, donc voilà, c'est toute peinture confondue, tous ateliers confondus. On peut voir aussi bien Robérol que Toulouse-Lautrec. Donc alors là, j'achèterais bien le catalogue de l'expo. Parce que 431 ateliers d'artistes, hein. Ouais. D'ailleurs, sur le Culture Box, là où on trouve pas mal d'inspiration d'expo, il y a déjà pas mal de photos. Je sais que Télérama avait un petit supplément aussi avec quelques photos. C'est sympa. Ouais. Moi, j'adore les photos d'ateliers d'artistes. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça quand on voit leur lieu de travail, leurs palettes, leurs pinceaux, leurs gourbis et tout. Je crois que le pire que j'ai vu, c'est celui de Bacon. Celui de Bacon, ils ont retrouvé des sous, mais attention, pas 10 balles, hein, des liasses de livres sterling enfouis sous des monceaux de merde dans son atelier. Non mais là, une montre en or qui valait une Patex, je sais pas qui vaut, une fortune, enfin bref. Ouais. Bah là d'ailleurs, il y a une photo d'atelier de Bacon. Ah oui, je crois qu'il y a jamais eu pire que celui-là. Non, franchement, puis c'était tout petit, hein. Il faisait quand même des grands formats, il faisait quand même des 60 figures, des 60 figures, là. Il faisait des triptyques avec des 60 figures, mais quand même, il avait à peine de place pour travailler, hein. Donc on peut aussi rappeler que ce week-end, donc c'est samedi, c'est le vernissage de l'exposition, la collection Cérès Franco, l'exposition La peau et les mots, donc avec 2 artistes invités, c'est Stanislas Niskowski et Michel Macréo, mais toute la collection Cérès Franco, par contre, c'est à Montaulieu, mais c'est une exposition qui dure jusqu'à fin octobre, donc il y a le temps sur la route, la route des vacances, pourquoi pas de faire un détour par Montaulieu. C'est un petit village, c'est le village du livre aussi. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air très très joli. Ah ouais, cette collection, alors on vous en dit quand même 2 mots, de Cérès Franco. C'est une galériste qui maintenant ne galère plus, mais elle a quand même cette collection immense, dont une partie va maintenant être gérée, je pense, par la commune de Carcassonne ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans l'ancien. Ils ont récupéré une coopérative viticole. Ouais, c'est ça, un lieu qui a l'air assez bien aménagé, bien foutu. Mais enfin, elle a été, si vous voulez, une espèce de galériste égérie pendant toutes ces années de l'art moderne, pas de l'art moderne, de l'art contemporain, quoi. Voilà, depuis la fin de la guerre jusqu'à ces dernières décennies. Voilà, c'est je sais plus combien de temps, 50 ans de travail. Elle a côtoyé tous les artistes. C'est la nouvelle figuration ou la figuration, hein, La nouvelle figuration, dont Macréo et comment ce ski, c'est comment Stanislas Niskowski étaient des figures un petit peu emblématiques, voilà. Elle a donc des œuvres, une pléthore d'œuvres de ces artistes qui sont quand même qui est quand même assez impressionnante, voilà. Elle a sa fille qui a une galerie aussi qui s'appelle la galerie Paula Dardouin, voilà, qui sera le commissaire de cette exposition. Elle touche un peu sa bille, hein. Mme Paula Dardouin, voilà. Elle était venue nous raconter tout ça il y a quelques semaines. Ouais. Et voilà, et donc disons que cette Cérès Franco, c'est une personnalité, hein. C'est pas quelqu'un qui fait dans le léger, hein, je trouve, hein. Bon, enfin, vous verrez ça vous-même, si vous la rencontrez en tout cas.
Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez, comment dirais-je, une figure, voilà, qui, comme toutes les figures, hein, ça fait pas dans le petit, hein, ça fait dans le grand. Ouais. Alors sinon, il y a dans un autre cadre, il y a une nouvelle galerie qui s'est ouverte à Montreuil il y a, je crois, un mois ou deux, qui s'appelle L'Œil Vagabond. C'est au 62 rue Robespierre, et c'est une galerie qui alterne sur 4 semaines, en fait, qui a 2 semaines, 3 semaines consacrées à la présentation d'objets recustomisés, retravaillés, aussi avec des objets venant d'Afrique, retravaillés à partir de tôle. Et la dernière semaine est une exposition artistique. Donc c'est la personne qui a ouvert cette galerie s'appelle Genia Gollendorf. Et là, il y a le vernissage ce soir d'une exposition qui s'appelle Le Noir et Couleur. Donc Genia Gollendorf expose son travail, elle est les sculpteurs. Et il y a également le travail de José Garcia Cordero et Monica Marinello. Mais par contre, c'est une exposition qui dure juste du mardi au samedi. Donc il y a un vernissage ce soir et un petit pot de clôture samedi à 16h. Ah oui, les expos qui commencent en mai, qui finissent en octobre, et puis il y en a d'autres qui commencent au début de la semaine, qui finissent à la fin, voilà. Voilà, mais moi c'est vrai que s'il y a des gens parmi nos auditeurs qui sont pas très loin de Montreuil, c'est un lieu à aller découvrir. Il faut essayer d'encourager cette femme qui s'y donne. Puis vous avez toujours l'exposition Rosa Bonheur à Magny-les-Hameaux, c'est-à-dire à la, comment dirais-je, l'abbaye de Port-Royal des Champs. J'ai toujours du mal à prononcer ces choses-là, de Port-Royal des Champs, voilà. Dont normalement le conservateur doit venir, est invité dans notre émission le 10 mai pour nous parler aussi un petit peu de tout son travail et de ce lieu. Ouais, on souhaite, enfin on espère qu'il va pas se dédire comme un autre conservateur du musée de Pontoise. On a du mal à avoir, il a du mal à répondre à nos courriers. Oui, nos courriers, alors qu'il nous avait dit oui, je viendrai, puis après je viens plus, puis après ça sera pour plus tard, et puis là je pense que ce sera pour jamais, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'on avait noté aussi? Il y a tout un festival qui s'appelle la Normandie impressionniste. Alors là, c'est du 16 avril au 26 septembre 2016. C'est plein de lieux en Normandie qui sont investis donc par l'impressionnisme. Alors j'ai vu qu'en ce moment il y avait à Trouville par exemple sur la Jetée, il y avait des photographies des ciels de Boudin. Ah, Boudin. Mais il y a aussi donc à Giverny, là il y a l'exposition Caillebotte, peintre et jardinier. Donc il y a un petit peu partout en Normandie j'ai vu aux Andelys aussi, ça il faut qu'on regarde, c'est un caricaturiste qui s'appelle je crois René Sauton. C'est intéressant, ça me faisait penser un peu à Daumier. Ouais, et puis alors Boudin, je crois que c'est un des peintres impressionnistes les plus copiés, le plus faux. Avec Utrillo, doivent se battre pour être en tête des faux Boudin ou des faux Utrillo, quoi. Voilà. Mais on n'empêche que Boudin, les vrais, en tout cas, c'est intéressant. C'est pas si facile que ça à imiter en plus, parce que c'est une peinture vachement enlevée, donc. Les imitateurs, il faut qu'ils s'entraînent un peu. Quand même. Alors là, c'est vrai que c'est pas des originaux, hein, c'est des photographies, mais c'est sympa parce qu'il y a toute la Jetée sur Tourville là, qui avec la mer des deux côtés, donc il y a ces grandes photos. Qui sont peut-être plus originales que les originaux. Ah oui, c'est bien tout ça. Vous vous rendez compte du boulot. Voilà, qu'on a fait un petit peu le tour là de ce qu'on avait repéré. On va en garder toujours un petit peu en réserve. Ici, il y a la Fondation Custodia dont on a parlé déjà quelques fois. C'est une exposition qui se termine demain 30 avril. Donc là, il y a 2 expositions. Il y a Dessins néerlandais de paysages. C'est John et Marie van Vlissingen. C'est leur collection. Et il y a la deuxième exposition, c'est Capturer la lumière. C'est Joseph van Ruysvelt. Et ça se termine samedi. Et il n'y avait rien aussi. Et la Fondation Custodia, c'est au 58, non, c'est pas 58, c'est 121 rue de Lille. Mais l'estampe populaire, il n'y avait rien? Non, j'ai pas souvenir. Il y a eu une dédicace de livres, mais là, je crois que c'est terminé. Ah, c'est terminé. Non, j'ai hâte que le Roux plutôt. Philippe Roux expose à nouveau là-haut, parce que vraiment. Et quand il exposera là-haut, il faudra y aller les copines, les copains, parce que c'est intéressant ce qu'il fait comme boulot. Ah c'est la porte de secours qui est ouverte. Je regardais ce qu'il y avait. Mais il n'arrête pas, l'autre Patrick, là. Alors, il fait le ménage, maintenant. Alors, normalement, il s'occupe de la technique des radios, mais là, il s'occupe de la technique de la surface. Enfin, bon. C'est un technicien de surface, maintenant. Les annonces de Publico, je les fais après Paco Ibanez. Yes.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Voilà, Paco Ibáñez, la poesía es una arma cargada de futuro.